Alors, on va commencer la troisième partie, la troisième vidéo. Dans cette vidéo, on va étudier les grandeurs qui caractérisent un gaz parfait monoatomique, qui sont essentiellement la pression et la température, appelées souvent pression cinétique et température cinétique. Donc on va commencer tout d'abord par la pression. Comme vous le savez, la pression, c'est une force par unité de surface. C'est vrai que la pression, c'est une grandeur intensive. Normalement, c'est une grandeur locale qui est définie partout à l'intérieur du gaz. Mais elle se manifeste essentiellement qu'au niveau de la paroi. Donc, pour déterminer l'expression de la pression du gaz, on va l'étudier surtout quand elle va se manifester au niveau de la paroi. Donc, voici alors un élément de surface de la paroi qui va subir des chocs supposés élastiques. Suite à ces chocs-là, donc la paroi, elle va subir alors une force F. Nous, on va étudier alors la force subite par cet élément de surface ds, tout en adoptant les hypothèses suivantes. En fait, les particules sont identiques de masse petit m, elles ont toutes la même vitesse v, mais qu'on va la confondre avec la vitesse quadratique moyenne. Vous allez voir en deuxième année pourquoi on va confondre ça avec la vitesse quadratique moyenne. Juste, on va tenir compte du fait que les particules ne sont pas en mouvement aléatoire dans toutes les directions. Juste, on va supposer que leur mouvement soit suivant l'axe des x, soit suivant l'axe des y, soit suivant l'axe des z. Nous, ici, pour déterminer l'expression de la pression cinétique, on va étudier seulement l'effet des particules qui se déplacent suivant cette direction, suivant la direction des z. Comme vous voyez, ds est égal à ds fois uz. Alors, comme déjà mentionné dès le début, que les chocs sont supposés élastiques, même entre une particule avec la paroi. Donc, au bout d'un temps d'été, on va faire un bilan dynamique, une étude dynamique de la paroi. Vu que le choc entre une particule et la paroi est supposé élastique, alors on a alors conservation de la quantité de mouvement ainsi que de l'énergie cinétique. On n'a pas besoin ici de la conservation d'énergie cinétique, seulement la conservation de la quantité de mouvement. C'est-à-dire que avant le choc, la quantité de mouvement total avant le choc, c'est égal à la quantité de mouvement total après le choc. Total relativement à quoi? À la particule et à la paroi. Donc notre système particule-paroi, on aura conservation de la quantité de mouvement. Avant le choc, normalement, la paroi, elle est au repos. Donc sa quantité de mouvement, m fois v égale 0. Alors que la particule, elle a une vitesse. Donc sa quantité de mouvement, c'est égal à m fois v fois ez. Comme vous voyez, elle est dirigée vers la paroi. Normalement, après le choc, la particule, elle va rebrousser chemin. Donc, elle va vérifier une loi comme celle de Descartes, de la réflexion. Donc, sa vitesse, elle est suivant moins ez. Et la paroi va se déplacer. Donc, normalement, la quantité de mouvement avant le choc, c'était quoi? C'était m fois v de la particule. Après le choc, la quantité de mouvement totale, c'était la quantité de mouvement de la paroi, plus la quantité de mouvement de la particule qui est égale à moins m fois v. Donc voici la conservation de la quantité de mouvement, qu'est-ce qu'elle va nous donner. Donc à partir de ce résultat, je peux déduire l'effet d'une particule sur la paroi. Donc une seule particule, elle va alors donner à la paroi une quantité de mouvement P est égale à 2m fois V. Voici donc le schéma qui résume qu'est-ce que j'ai dit auparavant. C'est avant le choc, on n'a que la particule qui est en mouvement. Après le choc, la paroi et la particule sont en mouvement. Alors la paroi, donc, elle va se déplacer. Donc, elle a reçu une force. Elle a subi une force. C'est une force de pression.
Mais sur cette paroi, donc, il n'y a pas qu'une seule particule qui a qui a subi un choc. Il y a plus qu'une particule. Donc on va essayer de calculer pendant un intervalle de temps euh, la variation de la quantité de mouvement de la paroi pour qu'on puisse calculer la force subite. D'après le PFD, la masse fois l'accélération, ce n'est autre que la variation de la quantité de mouvement de la paroi, c'est égal à la somme des forces subites. C'était la force de pression F. Donc, au bout d'un temps dt, la force de pression F est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement de la paroi. C'est comme c'est déjà mentionné, ou dp, c'est la quantité de mouvement reçue par la paroi lors des chocs de particules tombant sur la paroi pendant un temps dt. On a vu que une seule particule, elle va provoquer une quantité de mouvement qui est égale à 2 fois m fois la vitesse v d'une particule. Au bout d'un temps dt, il y a un nombre dn de particules qui vont heurter la paroi. Il suffit alors pour déterminer dp, il suffit de déterminer alors le nombre de particules qui choquent la paroi pendant l'intervalle de temps dt. En fait, dp, c'est égal à la variation de la quantité de mouvement de la paroi, c'est égal au nombre de particules qui vont arriver à la paroi entre les instants t et t plus dt, multiplié par l'action d'une seule particule sur la paroi. Deuxième fois v fois dn. Alors, en revenant au PFD, on trouve que la force subite par la paroi, c'est égal à 2m fois v fois d de n sur dt. d de n sur dt, c'était le nombre de particules qui arrivent à la paroi entre les instants t et t plus t par unité de temps. Donc il ne reste que alors le calcul de d de n sur dt. Donc, pour les particules qui vont arriver à la surface entre les instants t et t plus dt, ce sont les particules qui sont en mouvement dans le sens croissant des z. On a déjà défini, on a dit donc, dans la dernière vidéo que le nombre de particules par unité de volume, la densité particulière des particules qui sont en mouvement dans une direction orientée, c'est égal à la densité particulière sur 6, oui ou non? Alors, pour déterminer le nombre de particules qui vont heurter la surface, ce sont les particules qui existent à l'intérieur de ce volume-là. De ce volume, c'est un cylindre de surface de section S et de génératrice VDT. Alors, le volume de ce cylindre, c'est égal à combien? C'était la surface S fois VDT. Pour déterminer alors le nombre de particules qui vont arriver à la surface, et donc c'était le nombre par unité de volume fois le volume. Le nombre de particules par unité de volume, c'est égal à n étoile sur 6. Alors, dn, c'est égal à n étoile sur 6 fois S fois VDT. D'où alors la force F, c'est égal à combien alors? Donc, d'où la force F, c'est égal à 2m fois V fois d de n sur dt qui est égal à n étoile sur 6 fois S fois V. La force, donc la pression, alors c'était la force par unité de surface. C'est égal alors combien? 2m fois V sur S fois d de n sur dt. On va trouver que la pression, après tout calcul fait, qu'on voit ici, P est égal à F sur S est égal à 2m fois V sur S fois d de n sur dt. On trouve que P est égal à 2m fois V fois n étoile sur 6 fois V. Et donc c'était 1 tiers n étoile m fois V carré. 1 tiers fois la densité particulière fois la masse fois V au carré. Or, on a dit qu'on va confondre la vitesse moyenne, la vitesse des particules à la vitesse quadratique moyenne. Et donc la pression, le résultat final, c'est égal à 1 tiers n étoile mu carré. Donc ici, donc, il y a tout un paragraphe que j'ai écrit déjà. Un calcul plus réaliste, prenant en compte la distribution de Maxwell-Boltzmann, conduit au résultat comparable à condition de remplacer V par la vitesse quadratique. Donc vous allez voir en deuxième année cette loi, la distribution de Maxwell-Boltzmann en deuxième année.
Et à partir d'un calcul plus réaliste que ça c'est une modélisation, ça c'est un calcul très simplifié. C'est pas comme ça le calcul réel, mais on cherche à trouver ce résultat sans passer à des lois qui sont un peu compliquées. Vous allez voir la distribution de Maxwell-Boltzmann en deuxième année quand vous allez voir le cours de thermodynamique statistique. Déjà à la fin du chapitre de du chapitre la loi de Boltzmann pour que vous arriviez à comprendre ces étapes-là. Le plus important, c'est de retenir cette méthode qui est simple, là où à la fin on arrive à ce résultat P est égal à 1 tiers N étoile M fois V carré, et on peut confondre V carré à U carré. Pour le moment, vous retenez ça. Un calcul plus réaliste, comme j'ai dit, donc vous allez le savoir quand vous allez voir la loi de Boltzmann en deuxième année. Donc le résultat final, c'est que la pression c'est égal à combien? C'était 1 tiers N étoile fois MU carré. On va passer par la suite donc, à étudier la température cinétique dans la vidéo suivante. Merci.